Peut-être que c'est un petit peu mieux comme ça. Bon, tout d'abord, merci de nous donner l'opportunité de présenter ces travaux. Moi, je vais essayer de respecter le temps. C'est pas ma force, mais je vais le faire. Et donc, grosso modo, effectivement, ce que j'aimerais présenter, je trouve que cette formule est assez intéressante. D'ailleurs, je trouve ça super, super futé d'avoir mis ça en place. Je vais essayer de présenter un peu des généralités sur l'épitranscriptome, vous présenter un petit peu ce que c'est. Vous donner des idées sur ce qu'on développe à Montpellier. On a développé un gros pôle là-dessus. Et comment ça peut être intéressant, quelles sont les perspectives pour la médecine, voilà, pour l'aspect clinique, même pour la biologie fondamentale également, vous verrez qu'il y a des choses intéressantes. Donc voilà, je vais brièvement passer à travers tout ça et après Stéphanie vous présentera un cas, en fait, donc son projet de thèse actuelle. Donc tout d'abord, j'aimerais faire un petit retour en arrière. On n'est pas sur le splicing, mais ça en fait partie, sur comment un petit peu fonctionne l'expression génique. Donc grosso modo, il y a deux grosses étapes. Donc tout le monde sait finalement qu'il y a l'étape de transcription. Et après, il y a une deuxième grosse étape de contrôle de l'expression que j'ai regroupée. En fait, c'est un ensemble d'étapes, mais que j'ai regroupé sur tout ce qui est contrôle post-transcriptionnel de l'expression des gènes. Ce qui n'est pas anodin parce qu'en fait, ça représente plus de 40% de la régulation de l'expression des gènes. Donc on a tendance à oublier ça. On croit toujours que ARN égale protéine, mais c'est complètement faux. Et donc là où finalement la transcription va fournir un programme pour aboutir à un phénotype cellulaire, finalement tout ce qui est contrôle post-transcriptionnel, ça va plutôt intervenir sur la régulation fine pour justement réagir à des stress, réagir à des conditions d'environnement qui peuvent être des conditions sur lesquelles il faut s'adapter rapidement. Et c'est un petit peu ce qui nous intéresse dans l'équipe, c'est-à-dire comment toutes ces étapes de contrôle post-transcriptionnel vont permettre aux cellules de s'adapter, donc aux cellules de l'organisme, mais tout particulièrement dans le cancer. Comment les cellules cancéreuses vont exploiter ces phénomènes. Donc nous, on s'intéresse tout particulièrement à l'épitranscriptome, donc qui fait partie du contrôle post-transcriptionnel. Donc l'épitranscriptome, c'est la chimie de l'ARN, donc c'est un petit peu euh, équivalent, on va dire, entre guillemets, avec l'épigénétique de l'ADN sur le point de vue conceptuel. Parce que les personnes qui sont expertes en épigénétique de l'ADN ne vont pas trop apprécier que je dise ça. Mais grosso modo, c'est effectivement une double flèche au niveau de l'ARN avec des modifications chimiques de cet ARN. Donc l'ARN, et c'est ce qui fait qu'il y a cette notion d'épigénétique, parce que on va être capable de modifier, de rajouter un groupement chimique ou des choses plus complexes sur ces ARN, mais il y a également la possibilité de les enlever. Et ça, c'est, on va dire, régulé par des enzymes qu'on appelle des writers et des erasers. Et il y aura une troisième catégorie de protéines qui va s'appeler des readers, qui vont être capables de lire la présence de ces modifications et qui vont donner, on va dire, une valeur fonctionnelle à la présence de ces modifications qui vont amener l'ARN vers certaines fonctions. Donc, ces modifications, je vais rapidement vous présenter quelques cas dans le cadre de l'ARN messager. Donc, l'ARN messager, de manière tout à fait schématique, à l'heure actuelle, on pense qu'il y en a environ 14. En fait, il y en a plus, mais les autres sont plus, on va dire, très ponctuels. Mais les plus connus, c'est les 14, certaines que j'ai présentées ici. Donc, l'ARN messager, celle que vous connaissez pour la plupart, c'est la CAP, c'est la 7-méthylguanosine. Donc, cette modification, on l'a tous appris à l'école. Donc, on sait tous que l'ARN messager est protégé en 5' par une CAP. On croit tous que uniquement une M7G, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. À l'heure actuelle, il y a plus de 20 chimies différentes de CAP qui ont été identifiées ces dernières années. Donc, en fait, la CAP, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit. Et en dehors de cette cape, il y a beaucoup de modifications qu'on va trouver à différents endroits de l'ARN messager. En général, elles sont regroupées à des endroits bien particuliers. La modification la plus connue, c'est la N6-méthyladénosine, donc l'ajout d'un groupement méthyle en position 6. Et c'est cette M6A, on va la retrouver principalement sur la partie 3' et notamment au niveau des codons stop. Mais elle peut être présente également à d'autres endroits où elle aura une fonction différente. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres types de modifications. Il peut y avoir des méthylations à d'autres positions de l'adénosine. Il peut y avoir des hydroxyméthyles. Il peut y avoir des groupements de thiol qui sont rajoutés. Il peut y avoir des acétylations. C'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Il peut y avoir des doubles modifications, à savoir qu'on peut méthyler, par exemple, en 2' le ribose et sur le même nucléoside, méthyler également la base, donc avoir une combinatoire. Donc, ça, forcément, ça accroît le répertoire de modifications potentielles.
quelles sont un peu les conséquences physico-chimiques de ces modifications qui vont leur apporter une fonction? Ce sont les suivantes. Donc, c'est-à-dire que suivant la modification, les modifications peuvent être chargées, elles peuvent influer l'appariement des bases. Donc, elles vont avoir notamment des conséquences lors de la traduction, lorsque l'anticodon et le codon sont reconnus. Donc, ça peut jouer un rôle justement sur la traduction et sur la manière dont on va décoder le génome. Elles vont jouer un rôle forcément sur la structure de l'ADN, de l'ARN, excusez-moi, sur la manière dont l'ARN, donc les bases vont s'empiler, et donc forcément également sur l'ouverture, par exemple, lorsqu'il y a des palindromes. On peut complètement changer le palindrome si on rajoute une modification. Ça peut jouer un rôle sur la stabilité de l'ARN. Donc l'ARN, suivant l'addition ou non d'une modification, peut être immédiatement dégradé ou au contraire stabilisé. Donc tout ça, ça va permettre à ces modifications d'influencer l'épissage, d'influencer la stabilité, l'adressage, le transport et également la traduction de ces ARN. Donc ça va jouer un rôle sur toutes ces étapes post-transcriptionnelles de l'expression des gènes. Donc ces modifications, il y en a plus de 150, en fait plus de 170 à l'heure actuelle. Certaines sont conservées à travers l'évolution, d'autres ne le sont pas. On va les retrouver sur toutes les espèces d'ARN. Certaines sont plus ou moins spécifiques d'une espèce, mais d'autres sont partagées entre différentes espèces d'ARN, mais elles sont présentes partout. Et finalement, si on veut se représenter ces modifications, la manière dont on le conçoit finalement dans l'équipe, c'est en fait un code invisible qui vient se superposer sur le code génétique. Et ce code chimique va contribuer finalement à l'expression du génome, va contribuer au phénotype des cellules en temps réel. Donc la manière dont on le voit dans le contexte du cancer, c'est qu'au cours de l'évolution du cancer, il va y avoir une évolution de cet épitranscriptome, à savoir qu'il va y avoir une pression de sélection qui va être effectuée, il va y avoir des contraintes environnementales de l'écosystème tumoral qui font qu'il va y avoir des modifications qui vont être sélectionnées. Et ces modifications, en retour, vont pouvoir attribuer aux cellules cancéreuses des propriétés fonctionnelles qui vont leur permettre d'acquérir un fitness plus important, qui vont leur permettre de résister à des conditions extrêmes et donc de survivre. Et donc nous, sur Montpellier, on a développé tout un consortium sur la chimie de l'ARN parce qu'il fallait développer des outils. À la base, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, on s'est regroupé entre plusieurs équipes avec des bioinformaticiens, notamment une équipe de spectrométrie de masse. On a des spécialistes en chimie de l'ARN qui sont capables de synthétiser des ARN à façon. Et on contribue justement au développement de toutes ces technologies. On travaille énormément avec des entreprises privées, mais également au sein de consortiums européens et internationaux. Et grosso modo, on développe 3 axes de recherche. Le premier axe, c'est un axe pour lequel on a développé une plateforme unique qui étudie la chimie de l'ARN par spectrométrie de masse. Donc à l'heure actuelle, on a plus de 50 modifications qui ont été mises en place, que l'on peut quantifier, étudier, que ce soit dans les cellules, dans des échantillons cellulaires, des biopsies liquides. On a essayé tout type de biopsie liquide, ça marche très très bien. On a développé des standards, des nucléosides à façon pour pouvoir répondre à des questions bien spécifiques et développer tout un pipeline d'algorithmes, et notamment basé sur le machine learning. L'idée étant de toujours partir d'une question clinique et d'essayer d'y répondre à travers la découverte de signatures chimiques de l'ARN qui vont être caractéristiques, par exemple, d'un grade, de la capacité à résister à une chimiothérapie, etc. Donc ça, c'est toujours notre point de départ, c'est-à-dire une question clinique. Et l'axe 1, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que Stéphanie va en parler, mais grosso modo, on est capable effectivement d'établir des signatures à partir de tissus et également à partir de biopsies liquides pour pouvoir caractériser des tumeurs ou identifier en biopsie liquide la présence de ces tumeurs dans l'organisme. Et ça, c'est Stéphanie qui va en parler. On a un deuxième axe où là, par contre, on va s'intéresser plus. Forcément, parmi ces modifications, il y a certains biomarqueurs qui sont fonctionnellement impliqués dans l'évolution de la tumeur. Donc, on identifie ces biomarqueurs, on va les étudier au niveau moléculaire, au niveau fonctionnel, et on va voir comment ces modifications chimiques vont permettre d'acquérir des propriétés qui peuvent être, on va dire, agressives pour la tumeur, qui vont permettre de résister aux chimiothérapies, de s'implanter dans des tissus différents de leur tissu originel. Et donc ça, il y en a tout un pipeline qui a été mis en place pour pouvoir identifier et étudier ces modifications et les enzymes. Voilà. Et il y a un petit bug. Donc grosso modo, juste 2 exemples. Par exemple, je vous ai parlé de double modification. On a travaillé sur effectivement une double méthylation ribose base
qui s'appelle M6AM. Et on a pu mettre en évidence que cette double modification était capable de rendre les tumeurs 10 fois plus agressives dans le côlon. Donc les tumeurs deviennent complètement insensibles à la chimiothérapie et également capables d'initier avec un facteur 10 des tumeurs dans la souris avec juste une double méthylation. Il n'y a absolument aucun impact visible sur la séquence. En séquençage, on ne voit rien. C'est complètement invisible. Par contre, les tumeurs sont clairement beaucoup plus agressives. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Et un autre exemple qui est complètement différent, on travaille également sur la cuosine, par exemple, qui est un métabolite bactérien qui est capable de s'insérer dans les ARN de transfert et qui va modifier la manière dont on va traduire nos ARN messagers. Donc là, il y a carrément une interaction haute microbiome. Et en fait, cette cuosine, elle a des dérivés, elle a des précurseurs, différents types de précurseurs le long de sa synthèse. Et ces précurseurs sont également intégrés dans nos cellules et dans notre ARN de transfert. Et on a trouvé des précurseurs qui étaient capables justement de changer la traduction et notamment de bloquer la prolifération de certaines cellules cancéreuses. Voilà. Et finalement, en dernière partie, avant de passer la main à Stéphanie, on développe également excusez-moi, des molécules basées sur l'ARN qui vont être capables de jouer le rôle d'inhibiteur. Et voilà, donc on a différentes approches, antibiotiques ou analogues substrat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait partie des choses que l'on met en place. Et maintenant, je laisse la parole à Stéphanie. Tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Stéphanie, je suis étudiante en deuxième année de thèse et je vais vous présenter mon projet de thèse qui a pour objectif d'étudier l'épitranscriptome dans les gliomes diffus. Donc, d'abord, les gliomes diffus sont les tumeurs les plus fréquentes du système nerveux central qui sont caractérisées par une forte hétérogénéité, que ce soit intratumorale ou intertumorale. Et malgré les efforts faits ces dernières années pour améliorer leur classification, déterminer précisément le grade tumoral et en particulier différencier les grades 2 des grades 3 reste difficile. Et avec le manque d'efficacité des traitements actuels, le pronostic des gliomes diffus reste sombre, y compris chez les sujets jeunes. Donc, le principal défi dans le traitement des gliomes diffus repose sur l'identification de biomarqueurs fiables qui pourraient apporter une aide cruciale non seulement pour sélectionner la meilleure thérapie, stratégie thérapeutique, pardon, mais également pour suivre et prédire la progression tumorale et la réponse au traitement. Donc, comme l'a montré Alexandre, l'épitranscriptome montre un potentiel prometteur en tant que biomarqueur et cible thérapeutique. Et si des modifications d'ARN ont été étudiées de façon individuelle dans les gliomes diffus, aucune étude n'a été menée sur la dynamique des paysages épitranscriptomiques au cours de la progression des gliomes diffus. Donc, nous avons fait l'hypothèse que ce paysage épitranscriptomique évolue au cours de la progression de la maladie, établissant des signatures épitranscriptomiques qui pourraient être utilisées à des fins diagnostiques et pronostiques. Donc, pour répondre à cette hypothèse, nous avons trois objectifs principaux. Donc, le premier objectif étant d'identifier des signatures épitranscriptomiques à partir de biopsies tissulaires, dans l'objectif d'améliorer la stratification des patients. Le deuxième objectif est d'identifier des signatures circulantes à partir de biopsies liquides qui pourraient permettre un diagnostic non invasif et un suivi des patients. Et enfin, le troisième objectif est d'identifier des modifications d'ARN qui sont fonctionnellement impliquées dans l'agressivité, la progression ou la résistance au traitement de ces tumeurs. Donc, nous avons tout d'abord essayé de voir si l'épitranscriptome évoluait au cours de la progression de la maladie. Donc, pour cela, nous avons analysé des ARN extraits à partir de résections tumorales par spectrodémétrie de masse après leur digestion en nucléosides. Et on peut remarquer qu'on a une différence de profil épitranscriptomique entre les gliomes de haut grade et les gliomes de bas grade, avec certaines modifications d'ARN qui vont être augmentées ou diminuées dans les gliomes de haut grade. Et en soumettant ces profils épitranscriptomiques à une analyse en composantes principales, on est capable de différencier les différents grades, et en particulier le grade 2 et le grade 3. Et avec des algorithmes de machine learning sur ces données, on a pu identifier une première signature minimale de 6 nucléosides qui est capable de prédire le grade tumoral avec 90% de précision et la survie des patients avec 80% de précision. Donc maintenant, nous devons continuer nos études et valider cette signature. Pour cela, on va faire le même pipeline en fait, sur une cohorte un peu plus importante. Et une des caractéristiques des gliomes diffus, c'est leur capacité à infiltrer le tissu sain environnant. Donc, la deuxième idée, c'est de séparer les cellules cancéreuses des cellules normales par microdissection laser à partir de coupes incluses en paraffine et d'analyser ça et d'établir des signatures précisément et pas juste une signature des cellules tumorales et de leur micro-environnement.
Seulement, durant l'inclusion en paraffine, on peut avoir une dégradation des ARN et des protéines. Donc, on a d'abord voulu s'assurer de la faisabilité du projet. Et donc, pour ça, j'ai analysé des ARN extraits de coupes de paraffine de différentes épaisseurs. Et on a été capable, en fait, dès 5 micromètres d'épaisseur, de détecter 28 nucléosides parmi les 45 qui ont été analysés. Donc, ça montre qu'on a une méthode qui est assez sensible et la faisabilité du projet. Donc, maintenant, on doit continuer nos tests sur les morceaux microdisséqués et poursuivre nos analyses. Le deuxième objectif, c'est d'identifier une signature circulante, puisqu'il a été montré que les modifications de l'ARN pouvaient être détectées dans les fluides biologiques. Mais si l'utilisation de biomarqueurs liquides est facilement utilisable dans d'autres cancers, ils peuvent être limités dans les gliomes diffus par la présence de la barrière hémato-encéphalique. Donc, on a d'abord voulu s'assurer qu'on pouvait bien détecter des changements de paysage épitranscriptomique euh, chez les patients qui portaient des gliomes diffus. Donc, pour ça, on a analysé des nucléosides libres et des ARN circulants qui étaient extraits à la fois de plasma et de sérum de patients et de donneurs sains. Et on remarque des changements de paysage épitranscriptomique également chez les patients atteints de gliome diffus et chez les sujets sains. Et en analysant ces données en analyse en composante principale, on est capable de différencier les sujets sains ici des patients atteints de gliome diffus. Donc, on doit encore poursuivre ces analyses, cette fois sur une cohorte un peu plus importante qui va être constituée de 60 patients et de 30 donneurs sains. Et pour chaque patient, on va avoir un prélèvement au moment du diagnostic, 3 mois après le début du traitement et un an après le début du traitement, ce qui va nous permettre d'identifier peut-être des signatures qui pourraient prédire la réponse au traitement ou potentiellement des marqueurs précoces de rechute ou de progression tumorale. Donc, avec ces premières expériences, on a pu montrer qu'il y avait bel et bien une évolution de l'épitranscriptome au cours de la progression de la maladie. Mais est-ce que c'est une cause ou une conséquence de la maladie? Est-ce qu'on a des modifications d'ARN qui sont impliquées dans la progression, l'agressivité et la résistance au traitement? Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur la première signature épitranscriptomique à partir de biopsie, on a remarqué que M6AM était la modification qui était la plus dérégulée dans les gliomes de haut grade. Donc, c'est à celle-là qu'on s'est intéressé en premier. Donc, M6AM, c'est une double méthylation d'une adénosine qui est déposée sur les ARN messagers par PCIF1 et METEL4 et qui est éliminée par FTO. Et pour étudier le rôle de sa dérégulation sur les propriétés cellulaires, on a inhibé ces différents régulateurs par des siRNA, des petits ARN interférents, dans une lignée primaire dérivée de glioblastomes. Et on a fait quelques tests fonctionnels, notamment le test de formation de neurosphère, qui est une propriété des cellules cancéreuses agressives. Et on remarque que l'inhibition de METEL4 semble inhiber la capacité des cellules de glioblastome à former des sphères. Et en regardant dans les bases de données comme TCGA, on s'aperçoit que les niveaux de transcrit de METEL4 sont plus élevés chez les patients avec des gliomes de haut grade et semblent corrélés à la survie. Donc METEL4 semble être une cible intéressante que nous devons maintenant continuer d'analyser pour valider son implication. Donc en conclusion, nous avons déjà établi une première signature à partir de biopsies solides que nous devons maintenant valider sur une cohorte un peu plus grande. On a montré qu'il était possible de détecter des modifications à partir de biopsies liquides. Et nous devons maintenant essayer d'identifier des signatures qui permettraient non seulement un diagnostic non invasif, mais également un suivi des patients. Et nos résultats préliminaires suggèrent que M6AM pourrait être impliqué dans l'agressivité des gliomes diffus. Et ces résultats méritent encore validation. Et à long terme, ce projet pourrait non seulement conduire à l'amélioration de la stratification des patients, mais également à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques qui, à leur tour, pourraient conduire au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques, l'objectif étant d'améliorer le traitement des gliomes diffus. Je vous remercie mon équipe et merci de votre attention.